Eh bien, bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce livre-journal de géopolitique profonde. Je remercie Virginie pour la réalisation technique de cette émission. On est toujours très content de voir Virginie avec nous. Nous aurons d'autant plus que nous n'avons pas nos bénévoles. Évidemment, avec tous ces travaux, ils ont renoncé, les malheureux. Nous les retrouverons certainement la semaine prochaine, que ce soit Patrice ou que ce soit Sylvie. Ce qui veut dire, chers auditeurs, c'est ce que Virginie vient de vous dire. S'il vous plaît, passez par courriel électronique. Ça ne sert à rien d'essayer d'appeler. Ça sonnera dans le vide au niveau du standard. Donc, merci de poser vos questions par courriel électronique. On me les transmettra, bien évidemment, ou plutôt Virginie me les transmettra. Et avec mon invité ainsi que Lara Stam qui m'assiste aujourd'hui, nous ne manquerons pas de répondre à vos observations, remarques, questionnements en tout genre. Je disais donc bonjour Lara qui est présente ce matin pour m'assister et ainsi que pour la revue de presse. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Parfait. Alors, j'en profite pour saluer, puisqu'il est là aussi, l'invité analyste géopolitique qui travaille entre autres sur Divergence politique, qui n'est autre que Fabrice Sorlin. Bonjour Fabrice. Bonjour Nicolas, bonjour Lara et bonjour à tous les auditeurs. Et alors voilà, on est content de vous avoir pour parler d'un sujet que vous ne pouvez que bien connaître, puisqu'il s'agit de la Russie dans le conflit moyen et proche-oriental. Donc nous allons, il est vrai, nous régaler, pour le plus grand malheur des professeurs et des généraux de plateau, de LCU, de BFM ou encore de CNews, il paraît que la Russie gagne 150 millions de dollars chaque jour avec cette guerre. Imaginez les vilains petits yeux tout cruels de Nicolas Tenzer en entendant cette information, évidemment. Je l'ai vu hier soir encore sur BFM. Il serait furibard. Il devient comme fou. Il est pris de bouffées de haine, bouffées de rage. C'est très amusant à voir, très plaisant d'ailleurs. Dès qu'il est question de Vladimir Poutine hier, il s'agissait de la réduction des sanctions ou même de la suspension d'un certain nombre de sanctions pétrolières, entre autres contre l'Inde, plutôt contre l'Inde, contre la Russie par rapport à son commerce avec l'Inde, qui avait mis furibard notre petit professeur de Sciences Po de plateau, professeur d'opérette, de géopolitique, s'il en est. Mais nous, on fait de la vraie géopolitique, sur géopolitique profonde, et on ne se contente pas d'aller du côté du manche et dans le sens du poil d'une guerre qui en est à sa seconde semaine dorénavant de conflit, 2 semaines de conflit. La dernière avait duré 12 jours et il semblerait que les Israéliens étaient à l'époque rincés. Alors imaginez, après 2 semaines, et lorsque l'on nous explique que la guerre va durer. Gardons-nous de toute joie mauvaise, évidemment, d'entendre le président Herzog ou les Israéliens se plaindre d'être obligés d'aller dans des abris pour éviter les missiles hypersoniques iraniens. Et oui, ce sont les mêmes qui ont génocide joyeusement leurs frères, que ce soit à Gaza, que ce soit maintenant au Liban, hein, puisque Netanyahou a averti que les attaques du Hezbollah auraient comme conséquence un traitement du Liban équivalent au traitement de Gaza. D'ailleurs, ça commence, on détruit les hôpitaux, on détruit les écoles, on rappelle évidemment le terrible accident, si tant est que ce soit un accident, en tout cas de ce missile Tomahawk qui s'est abattu sur une école de jeunes filles en Iran, avec plus de 170 morts à la clé. Nous avons eu d'abord le démenti, ensuite l'obscénité médiatique expliquant qu'il s'agissait de missiles iraniens, jusqu'à la mythomanie de Donald Trump qui, dans une indignité totale, a eu le culot de nous expliquer qu'il s'agissait d'un Tomahawk, d'un missile Tomahawk iranien. On aura absolument tout entendu quand on sait que Trump ne livre pas, par exemple, aux Ukrainiens, a renoncé à livrer aux Ukrainiens ces fameux missiles Tomahawk qui sont évidemment très peu partagés ou par des alliés de l'OTAN, mais certainement pas à l'Iran, de missiles hypersoniques. Donc nous sommes en deuxième semaine de guerre et c'est un véritable bourbier qui s'annonce à tel point
qu'après avoir un porte-avions, l'Abraham Lincoln, qui est retourné à bon port, je crois à Diego Garcia, qui est remplacé par le George Bush, nous avons des bateaux supplémentaires et même des troupes au sol, semble-t-il, qui pourraient être amenés à être acheminés jusqu'au Golfe, jusque dans le Golfe par les Américains. C'est dire que cette guerre n'est pas terminée, qu'elle sera plus longue que prévu, qu'elle est extrêmement dommageable pour les finances internationales. On n'a qu'à regarder cet épicentre qui est le détroit d'Ormuz, car là, il s'y joue énormément de choses. Alors, Lara, j'aimerais un petit peu dans cette revue de presse, qui sera essentiellement consacrée justement au conflit proche et moyen-oriental. On aurait bien aimé parler un petit peu des élections municipales, mais la loi nous l'interdit. Nous ne ferons pas nos adieux euh, à, euh, à Anne Hidalgo pour Paris, à notre drame de Paris aujourd'hui, hein. Pour une fois, je voulais en dire du bien. Eh ben, pas de chance, je n'en dirai pas, je ne dirai rien du tout, puisque je n'ai pas le droit. Pas de chance, hein, décidément. Lara, est-ce que vous pourriez nous donner votre analyse de la situation de cette guerre en Iran? L'analyse serait rapide. C'est surtout borderé pour les Américains parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une forme d'épuisement des forces qui attaquent l'Iran, qui avait compté sur un blitzkrieg et qui en fait 15 des opérations. Ils avaient prévu un montant sur 7 jours de munitions, 7 jours de protection, ce qui montre un petit peu aussi qu'on peut mettre en parallèle la Russie fait une guerre depuis 4 ans. Donc, les munitions qu'elle dépense, c'est bien plus que ce qui se dépense maintenant sur le théâtre d'opération. Alors, essayez de vous placer le plus près possible du micro. J'avoue que j'ai quelques difficultés à vous entendre et je ne sais pas si c'est le cas aussi de nos auditeurs. La technique m'alertera si c'est vraiment totalement inaudible, qu'elle n'hésite pas à m'envoyer un courriel électronique. Je ne sais pas exactement où nous en sommes. On va faire participer Fabrice Sorlin à cette revue de presse, puisque justement on a un petit souci de communication avec Lara ce matin. Fabrice, avant d'évoquer le sujet de la Russie au Moyen et Proche-Orient, quelle est votre analyse un peu de l'évolution de la situation après 2 semaines de guerre entre les Américains, les Israélo-Américains d'un côté et l'Iran de l'autre? Alors oui, effectivement, Nicolas, moi aussi j'ai eu du mal à entendre ce que disait Lara, donc je risque de répéter peut-être ce qu'elle a dit puisque c'était inaudible. En fait, ce qui se passe, c'est que clairement aujourd'hui, après 15 jours de guerre, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le plan A, qui consistait à essayer de gagner cette guerre en 24 ou 48 heures, a complètement échoué. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'il n'y avait pas de plan B. Et donc aujourd'hui, les États-Unis se retrouvent dans une situation extrêmement périlleuse parce que les Iraniens ont réussi à prendre l'avantage sur le conflit en attaquant tous les assets, donc toutes les propriétés des États-Unis qui se trouvent au Moyen-Orient. Et ce dont on peut se rendre compte aujourd'hui, après 15 jours de guerre, c'est que Donald Trump avait dit qu'il avait complètement oblitéré les missiles balistiques iraniens. On se rend compte qu'en réalité, l'Iran continue à tirer des missiles tous les jours et toutes les nuits sur les cibles américaines et israéliennes. Il nous avait dit que la marine iranienne n'existait plus. Alors évidemment, dans son esprit, il parle de la marine conventionnelle comme celle des États-Unis. Or, les Iraniens n'ont jamais prétendu avoir une marine. Ils n'ont pas de porte-avions, ils n'ont pas des bateaux qui sont l'équivalent des marines modernes chinoises, russes ou américaines. En revanche, ils ont une marine asymétrique qui consiste en des petits navires ultra rapides qui peuvent être à la fois transformés en drones, à la fois équipés de missiles pour abattre des navires de guerre ou alors des navires ultra rapides chargés d'explosifs. Ils ont des torpilles Oust qui sont extrêmement précises, extrêmement rapides et qui ont une très faible empreinte et ce qui les rend extrêmement difficiles à arrêter. Et donc, en fait, cette marine-là asymétrique iranienne existe encore. Il l'avait dit qu'il avait décapiter le haut commandement militaire
religieux, politique de l'Iran. Or, 15 jours après, un Khamenei a été remplacé par un autre Khamenei. Et donc, et qu'il nous avait dit aussi que, à la fin de la guerre des 12 jours, que le nucléaire, même civil iranien, avait été entièrement rasé. Or, aujourd'hui, l'uranium se trouve toujours en Iran. Et d'ailleurs, les Américains et les Israéliens ne savent pas où il est aujourd'hui, ne savent pas trouver cet uranium enrichi. Donc en fait, c'est un échec sur tous les points, toutes les objectifs que s'était fixé Trump au début de la guerre sont un échec 15 jours après. Voilà. Et donc aujourd'hui, il se trouve dans la situation où il a en fait deux solutions. Soit il repart chez lui la queue entre les jambes, mais ça serait une humiliation trop forte pour l'orgueil qu'il habite, ou alors c'est la fuite en avant. Et je crois aujourd'hui qu'il a décidé de partir sur une fuite en avant, et c'est pour cette raison, vous l'avez dit tout à l'heure, Nicolas, qu'il est en train d'amasser un certain nombre de Marines aux portes de l'Iran, car il lui faut au minimum une victoire symbolique avant de pouvoir crier victoire et rentrer au bercail. Et je pense que son objectif aujourd'hui, c'est la fameuse île de Karg, qui se trouve au fond du golfe Persique, qui est un hub important pour les exportations de pétrole iranien. Il les a bombardés cette nuit en prétendant avoir justement délivré la plus grande frappe conventionnelle que le Moyen-Orient n'a jamais connue sur les installations militaires de cette île, mais qu'il n'a pas touché, en fait, a-t-il dit, aux installations pétrolières. À mon avis, son idée pour le moment, c'est d'envoyer 2500 ou 5000 hommes là-bas et ensuite de faire un deal avec l'Iran en disant vous ouvrez le détroit d'Ormuz ou on détruit vos installations pétrolières. Voilà, je pense où on en est aujourd'hui, au bout de 15 jours de cette guerre inique qui se déroule au Moyen-Orient. Ah, c'est dire que c'est une stratégie faite de briques et de broc, hein, qui a dû être pensée au débeauté parce que, eh bien, le plan A avait échoué. Et donc, ça veut dire au moins encore 2 semaines de guerre, des marchés financiers déstabilisés, le pétrole qui va continuer à monter, le baril du pétrole, enfin autant d'éléments qui font dire qu'en effet, on est sur un véritable bourbier. C'est toute la stratégie de l'Iran aujourd'hui, c'est de faire peser sur les épaules de Trump une tension économique et une tension politique telle qu'il sera obligé, face à la pression des pays du Golfe et même au niveau mondial, d'arrêter la guerre. Et c'est pourquoi les Iraniens la jouent d'une façon asymétrique et d'une façon extrêmement intelligente. Et je souligne aussi un point important, c'est que l'idée de Trump et l'idée de Netanyahou, au début du conflit, lorsqu'ils se sont rendus compte que le plan avait échoué, c'était d'essayer euh, d'agréger autour d'eux tous les pays du Golfe pour que ces pays-là fassent la guerre à l'Iran. Or, ça n'a pas fonctionné non plus. L'Arabie saoudite s'est fait bombarder, ou en tout cas les bases américaines se sont fait bombarder en Arabie saoudite, au Koweït, au Bahreïn, à Doha, aux Émirats arabes unis. Aucun de ces pays aujourd'hui n'a pris part au conflit aux côtés des Américains. Les Turcs non plus, et pourtant il y a eu des provocations. L'Azerbaïdjan non plus n'a pas voulu. Les Kurdes, la Oui, minorité kurde qui se trouve en Irak et qui revendique des territoires en Iran depuis longtemps, on sait que Trump a essayé de les pousser à aller au conflit, tout à fait. mais fort des différentes trahisons qu'ils ont subies de la part des Américains, que ce soit en Irak en 2003 ou que ce soit en Syrie plus récemment, personne aujourd'hui ne veut ne veut faire la guerre à l'Iran. Et donc, en fait, Trump et Netanyahou se retrouvent seuls. Et ça, c'est un point qu'il me semble extrêmement important à souligner. Notamment, on sait, par exemple, que entre la Turquie et l'Iran, depuis longtemps, il y a quand même des tensions parce que, notamment sur le dossier syrien, les intérêts des Iraniens étaient très différents des Turcs. Les Turcs ne tombent pas dans le panneau. Pourquoi? Parce que je crois qu'aujourd'hui, la plupart de ces dirigeants ont compris que si demain l'Iran tombe, leur tour viendra après. Il n'y a plus aujourd'hui l'appétit de Trump pour pour les changements de régime et de Netanyahou pour l'installation de son grand Israël n'ont plus aucune limite. Et alors que la guerre n'est pas encore terminée en Iran, on voit Trump et son administration déjà parler d'un changement de régime à Cuba. On les voit de plus en plus. En fait, ils ont un appétit qui est venu en mangeant et fort de leur réussite
sur le kidnapping de Maduro au Venezuela. Ils ont pensé que l'affaire pourrait se répliquer en Iran et que derrière, ils pourraient le faire à Cuba. Et que pourquoi pas, en fait, on voit en plus les Israéliens commencer à parler de plus en plus de la Turquie comme étant un pays ennemi, alors qu'ils sont encore en guerre en Iran, ils sont déjà en train de cibler la Turquie. Donc je crois que tous ces pays-là ont parfaitement compris la stratégie qui consiste à décapiter les pays les uns après les autres, et personne n'a envie de faire partie du menu. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, Trump et Netanyahou se retrouvent seuls face à un Iran qui, lui, est soutenu aujourd'hui par la Russie, par la Chine, et qui, implicitement, du fait que les autres pays de la région ne se rajoutent pas à la guerre, sont pas soutenus, mais en tout cas, ça leur permet d'avoir les mains libres pour continuer à mener leur guerre asymétrique face aux Américains et aux Israéliens. Merci Fabrice Sorlin. Alors, on me fait dire que, semble-t-il, la connexion s'est améliorée avec Lara. Lara, vous m'entendez mieux? Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, beaucoup mieux, Lara. Très bien. Alors, dites-nous, vous vouliez développer un petit peu ce que vous n'avez pas pu développer tout à l'heure. On vous écoute. Je disais tout à l'heure qu'en fait, l'opération qui était prévue comme un blitzkrieg, finalement, n'a pas fonctionné. Et lorsque un porte-avions se déplace, en fait, il a de la capacité d'attaque qui se limite à 7 jours. Pour une raison simple, c'est le matériel qu'il a à son bord, les carburants, tout le côté voilà, logistique, lui, il est limité à 7 jours. Ce qui montre qu'en fait, il pensait qu'en 7 jours, ça allait se faire. De ce fait-là, c'est déjà un échec pour les Américains parce que ça ne s'est pas fait comme prévu. Rien ne s'est passé comme prévu. Il y a une autre force en Iran qu'on ne peut pas, par exemple, attribuer à la Russie, c'est que l'Iran aujourd'hui ne se dirige pas par les forces extérieures, c'est-à-dire par les intérêts qui a en placement de fonds aux États-Unis ou ailleurs, ou qu'une diaspora soit aussi importante pour indiquer ne pas faire ceci, ne pas faire cela. L'Iran fonctionne seulement selon ses propres intérêts. La Russie n'a pas ce chic-là, malheureusement, parce que même en Israël, elle a une très forte communauté, donc sa prise à partie côté iranien est toujours dictée avec ce côté demi-mesure vis-à-vis de la communauté russe qui se trouve en Israël. Donc voilà, c'est ce que je voulais indiquer, mais Oui, donc voilà, j'ai toujours l'inquiétude de si vous m'entendez bien parce très que bien, c'est parfait. je souligne aussi que Israël continue comme à Gaza au Liban. Ce qu'on peut constater, c'est cette frappe sur une unité médicale avec 12 soignants tués. C'est Voilà. malheureux Et parce voilà. que, encore une fois, pour nous, Liban, c'est pas Gaza, un territoire statu quo sans vraiment une détermination internationale sur ses frontières et tout ça. Liban, c'est autre chose. Et aujourd'hui, on regarde les bras croisés ce que fait Israël au Liban. Et ça, c'est extrêmement douloureux et insupportable à la limite. Et merci Lara. On va tout de suite donner droit à des questions d'auditeurs avec qui on ne sera pas nécessairement d'accord d'ailleurs. Cet auditeur, bonjour, merci pour cette émission très intéressante. Et mon point de vue, c'est: faut-il une guerre aujourd'hui contre l'Iran ou bien dans 10 ans une guerre nucléaire contre l'Iran? Les USA ont fait comme la Russie. Ah! Alors, il y a deux questions, il y a deux éléments dans Est-ce cette que je question. peux intervenir? Est-ce qu'on a une guerre nucléaire avec le Pakistan? Est-ce que, en quoi Avec la Corée du l'Iran Nord. pardon, ou la Avec Corée la du Corée Nord. du Nord. En fait, on oublie encore une fois La que Chine, le la nucléaire, Russie. c'est une force de dissuasion. Aujourd'hui, le verbiage européen le transforme en fait le nucléaire en arme d'attaque. Ce n'est pas une arme d'attaque, c'est une arme de dissuasion. Les pays qui ont l'arme nucléaire se sont prémunis contre justement ces velléités de changement de régime. Je Nous voudrais avons, rajouter quelque nous chose. avons un auditeur qui prend argent comptant le narratif mainstream qui est un narratif
des médias de grand chemin, expliquant qu'en effet, l'Iran est l'État le plus monstrueux de la Terre et que donc, évidemment, s'ils étaient dotés de la moindre arme nucléaire, ils l'emploieraient immédiatement, ce qui n'est absolument pas prouvé. On n'a pas vu l'Iran s'attaquer d'aucune manière non plus à des minorités ethniques. On n'a pas vu, comme en Ukraine, eh bien, l'Iran s'attaquer, par exemple, à un certain nombre de populations, comme ce fut le cas en Ukraine. Quant enfin savoir est-ce que les USA ont fait comme la Russie, je ne pense pas que la Russie ait fait une guerre dite préventive avec les conséquences que l'on peut observer aujourd'hui. Mais bien sûr, Fabrice, je vous laisse intervenir sur ce que nous a dit cet auditeur, et d'ailleurs qui a réédité quelques secondes après. Et donc, allez-y déjà, et après, vous verrez, il y a encore autre chose. Je voudrais préciser, enfin rebondir sur ce qu'a dit Lara très justement. Oui, Tout d'abord, il faut quand même pas oublier l'histoire. Le seul pays qui a jamais utilisé de l'arme nucléaire sur des populations civiles, d'ailleurs, et non pas sur des cibles militaires, sont les États-Unis d'Amérique, qui aujourd'hui s'arrogent le droit de décider qui a le droit de l'avoir, qui n'a pas le droit d'avoir cette bombe nucléaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'aimerais rappeler à l'auditeur que les Iraniens ont les capacités intellectuelles, techniques et à tous les niveaux pour avoir cette bombe nucléaire. Or, ils ne la veulent pas. Ils ne l'ont jamais voulu. Ça fait 20 ans qu'on nous dit, que Netanyahou nous dit que dans 15 jours ou dans un jour ou dans 5 jours, l'Iran va se doter de la bombe nucléaire. Ça fait 20 ans que, ou peut-être un peu moins, mais en tout cas très longtemps que les Iraniens ont la technologie pour avoir cette bombe nucléaire et qu'ils ne l'ont pas. Parce qu'ils ne la veulent pas, parce qu'elle est interdite par la loi religieuse. L'ayatollah Khamenei, père, a décrété une fatwa contre l'utilisation et la fabrication de bombes nucléaires. Et donc, l'Iran n'a jamais voulu avoir la bombe nucléaire. Si elle avait voulu l'avoir, elle aurait pu l'avoir. Et on voit bien aujourd'hui, après 15 jours de guerre, que l'Iran ne l'a pas utilisée. Elle ne l'a pas utilisée tout simplement parce qu'elle ne l'a pas. Donc, en fait, le narratif qui consiste à dire oui, si on ne l'avait pas attaqué maintenant, l'Iran se serait doté d'une bombe nucléaire, déjà, c'est faux. Et deuxièmement, qu'est-ce qui nous prouve que s'il l'avait eu, il l'aurait utilisé? Absolument rien. Les Iraniens, comme vous l'avez très justement souligné, Nicolas, ça fait 300 ans que l'Iran n'a attaqué aucun pays. ouais. Que les choses soient bien claires, alors que ça fait à peine 300 ans que les États-Unis d'Amérique existent, même un peu moins, et que eux ont attaqué par contre des centaines de pays. Donc il y a un moment où il faut quand même remettre l'église au milieu du village et dire les choses. En Iran, l'Iran est un pays multi-ethnique et multi-confessionnel, multireligieux. Il y a en Iran des minorités kurdes, des minorités azéries, des minorités baloutches, il y a les Perses. Toutes ces minorités vivent comme en Russie d'ailleurs, qui est la Russie, on connaît, qui est un empire avec 143 ethnies différentes, etc. Il n'y a aucun problème de cohabitation entre ces pays-là, entre ces ethnies-là, pardon. Et à l'intérieur de l'Iran, j'aimerais quand même rappeler quelque chose. Il y a toutes les religions qui sont représentées. L'islam, bien sûr. Il y a les chrétiens là-bas. Il y a des orthodoxes. Il y a même des catholiques. J'ai amené, il y a une dizaine d'années, j'ai organisé un voyage là-bas avec les responsables de la fraternité Saint-Pédis, donc catholiques traditionnalistes, où on a discuté pendant 3 ou 4 jours avec les plus hauts dignitaires religieux du pays dans la ville de Rome, où on a parlé uniquement religion. Ça s'est extrêmement bien passé. C'était en forme de disputatio, où il y avait argument contre argument, et ça s'est extrêmement bien passé. Quand on est rentré d'Iran, on m'a fait savoir que l'Iran était prête à laisser la fraternité Saint-Pédis construire une église catholique traditionnaliste à Téhéran. J'aimerais rappeler aussi qu'il y a quelques mois, les autorités religieuses de Téhéran ont inauguré en grande pompe avec les autorités chrétiennes de Téhéran une station de métro à la gloire de la Sainte Vierge Marie. Tout à Donc, fait. tout ça, ce sont quand même des réalités que les médias de grand chemin ne parleront jamais et qui pourtant existent. Et je l'ai vu puisque j'y étais.
Voilà. Et donc, toutes ces minorités religieuses existent et elles ne sont pas persécutées. Évidemment, il y a des restrictions. Un musulman n'a pas le droit de se convertir, etc. Il y a quand même des règles qui sont imposées. Mais les Iraniens, l'Iran est un pays calme, est un pays paisible, est un pays qui ne fait pas la guerre. Le seul pays au Moyen-Orient qui a des intérêts à créer un chaos, c'est Israël. Et c'est eux qui, aujourd'hui, ont lancé cette guerre contre l'Iran. Voilà. Donc, en fait, ce que vient de dire l'auditeur me paraît aberrant quand on connaît la situation et quand on connaît la réalité du terrain et quand on connaît aussi l'Iran. Oui, oui, tout à fait, Fabrice Sorlin. Je rappellerai aussi à notre auditeur, à qui ne nous en voudra pas, ça permet de faire un débat, bien au contraire. On va donner d'ailleurs droit à l'ensemble de ses remarques et observations. Je dirais aussi à notre cher auditeur que Israël ne va pas dans ses combats, que ce soit à Beyrouth, que ce soit donc au Liban ou que ce soit en Iran, pour défendre les minorités chrétiennes. Ça se saurait, cher auditeur, comme par exemple, eh bien, un prêtre maronite, le malheureux, mort après un bombardement d'un village chrétien, hein, où il n'y a pas du tout de Hezbollah. Il va falloir qu'Israël nous explique pourquoi il bombarde au Liban des villages chrétiens, si ce n'est dans son délire eschatologique de grand Israël, qui est la seule explication, avec évidemment un Israël qui serait étendu à des frontières beaucoup plus importantes, on le sait, et donc il faut à ce moment-là éradiquer, il faut déporter les populations. C'est ce que fait Israël, de la façon avec une idéologie la plus délétère, celle-là même qu'elle a subie durant la Seconde Guerre mondiale, et dont on voit aujourd'hui les conséquences eh bien, au Proche et Moyen-Orient. La suite, Je pour notre voulais intervenir un Lara, petit peu. allez-y, 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 Lara. C'est toujours le même récit. C'est-à-dire que lorsque Vladimir Poutine parlait des nazis en Ukraine et qu'on avait des images de BHL avec des nazis derrière et on avait des marches au flambeau glorifiant le nazisme en Ukraine, on nous disait non, c'est pas vrai, il n'y a pas de nazisme en Ukraine. Lorsqu'on écoute Netanyahou, il suffit pas de diffuser en direct, priorité au direct, son discours pour oublier la fin où il dit c'est l'arrivée de Mashiach, etc. Et ce discours de fanatique religieux qu'il se permet de faire directement face à la terre entière. Mais on nous dit ne regardez pas ça, c'est pas vrai. Il y a d'autres raisons, la protection de la population, le 7 octobre, etc. Mais notre cher auditeur, écoutez un petit peu plus Radio Courtoisie, un petit peu plus les médias alternatifs, vous verrez qu'en réalité, c'est toujours les mêmes qui nous disent attendez, le blanc c'est pas blanc, noir c'est pas noir, on va vous expliquer toutes ces couleurs et on va faire nous-mêmes le récit. La réalité, il faut écouter en original les discours de ces gens-là et vous allez tout comprendre. Alors, allez, on continue avec notre auditeur, surtout qu'il y a d'autres questions d'auditeurs qui commencent déjà à affluer. Merci, chers auditeurs, n'hésitez pas à poser vos questions. Toujours donc le premier auditeur, je pense que la Chine a fourni du stock en missiles à l'Iran. Je pense que si la Chine et la Russie fournissaient du stock à l'Iran de missiles hypersoniques, eh bien, Israël aurait déjà été écrasé sous les bombes. Je pense aussi que les USA seront obligés d'envoyer des troupes au sol avec une armée kurde. Bon, ça, le problème kurde, on l'a dit, Fabrice Sorlin l'a dit, les Kurdes n'iront pas, ils n'ont absolument pas confiance dans le Yankee, et à mon avis, ils n'ont pas tort. Aujourd'hui, les Kurdes ont une réelle possibilité de créer un État kurde libre, bien courtoisement. Eh bien, cher auditeur, je proposerais, moi, bien un État libre kurde, de même qu'on a fait un État d'Israël en plein cœur du Proche-Orient, eh bien pourquoi pas un État kurde au Colorado ou dans l'Arkansas. Tiens, voilà, ça serait parfait, un État kurde au Colorado. S'il y a une Surtout qu'il y envie, a des vastes territoires où rien ne pousse, au donc tout Nevada. va bien. Ah, bonjour, ne prenez pas les USA pour des idiots. La guerre en Iran a été réfléchie, donc les 2 prochaines semaines vont nous surprendre. C'est bizarre car le détroit d'Ormuz peut être contourné par voie routière ou voie ferrée. Aujourd'hui, des routes se construisent facilement. Il faudra, cher auditeur, je pense, Mais pourquoi la un panique certain alors? temps. Pardon, Fabrice? Il faudra quelques années quand même pour Oui. remplacer la logistique maritime par une logistique ferroviaire ou routière. Ça se fait pas comme ça. Les routes. Et puis après, il faut voir le coût aussi, parce que transporter l'équivalent d'un pétrolier sur la route, ça n'a pas du tout le même coût. Pareil pour les voies de chemin de fer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise d'ailleurs les bateaux, parce que c'est ce qu'il y a de moins onéreux.
Exactement, Et puis exactement. surtout, chers auditeurs, regardez la carte, regardez la taille de l'Iran, en fait. Vous pouvez construire les routes et tout ça, mais il faut tenir compte de la présence de l'Iran et de sa taille. L'Iran était s'il n'y avait pas eu cet instinct prédateur et cette, volonté, du grand Israël finalement particulièrement, génocideur, eh bien, il est clair que l'Iran est un formidable, j'ose pas employer cet anglicisme sur Radio Courtoisie, de hub, en tout cas de plaque tournante, pour la prospérité dans le monde avec un axe, 2 axes dont nous pourrait nous parler, Fabrice Sorlin. L'un nord-sud, l'autre est-ouest, qui permettait de faire une magnifique croix d'échange fructueux pour l'ensemble du monde, pour l'Eurasie, pour l'ensemble des voies, dont la route de la soie. Et évidemment, c'est tout ça qui est aujourd'hui mis en cause par des anglo-saxons aussi qui souhaitent conserver évidemment les routes maritimes et le monopole des voies de communication commerciale. Et c'est bien ça aussi une des causes de cette guerre prédatrice. Et beaucoup plus que ce que nous dit cet auditeur, je pense, avec lequel je suis désolé de ne pas être à nouveau en accord, mais ce n'est pas grave, on ne peut pas être d'accord sur tout, chers auditeurs. Bonjour, l'évolution, nous dit cet auditeur, de ce conflit. Et c'est un euphémisme, une problématique inquiétante. Pour autant, faut-il oublier le fond? La lutte contre un islamisme qui n'a que trop duré. Liban, Gaza, Yémen, n'oubliez pas cet enjeu à l'égal de la lutte contre les totalitarismes, nazisme et stalinisme. Quant au fait que votre invité énonce que l'Iran n'a pas attaqué d'autres pays, ce n'est pas audible. Les 3 pays cités précédemment l'attestent. Liban, Gaza, Yémen. Alors là, vous pouvez répondre, peut-être Lara d'abord? Et non, Lara ne répondra pas. Bah, écoutez, puisque c'est vous qui êtes, mise en cause, Fabrice, vous pouvez répondre. Vous voulez que je vous repose la question? Non, mais j'ai compris la Très question. bien. C'est malheureux parce que, en fait, est-ce qu'on peut reprocher à l'Iran d'être un pays musulman chez lui? Je pense qu'il y a une confusion majeure, même au sein de notre milieu au sens large, entre l'islam conquérant qui existe en Europe et les pays musulmans qui sont musulmans dans leur pays. Est-ce que on a le droit, nous, Français, de dire aux musulmans qui est chiites en plus, parce qu'il faut faire une distinction entre le chiisme et le sunnisme, il n'y a pas un islam, il y en a plusieurs, et ça, on pourra y revenir. Mais est-ce qu'on a le droit de reprocher aux musulmans d'être musulmans en Iran? Je ne vois pas de quel droit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a une confusion majeure dans le fait d'amalgamer donc tous les musulmans et de dire que il y a un seul islam. Les musulmans chiites en Iran ne dérangent absolument pas ce qui se passe les pays européens. Ceux qui posent les bombes en Europe, ceux qui créent du terrorisme dans le monde, ce ne sont pas en fait des Iraniens qui viennent, ou alors c'est à la marge. Mais en fait, faire un amalgame entre le pays et le problème de l'Europe, pour moi déjà, ça c'est quelque chose que je trouve qui n'est pas logique. Parce que j'aimerais rappeler quand même une chose. Le problème du terrorisme en Europe, il vient d'abord du problème de l'immigration. Il vient d'abord du problème de nos dirigeants qui laissent les portes ouvertes à cette immigration. En fait, il y a un moment où il faut arrêter de prendre les causes pour les conséquences. Les conséquences du terrorisme, c'est l'immigration. Et la cause de l'immigration, ce sont nos gouvernants. Donc en fait, accuser les Iraniens de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, j'ai vraiment du mal à voir où est le rapport. D'autre part, et je rebondis sur la deuxième question de cet auditeur qui parlait de ce qui se passe à Gaza, etc. La population de Gaza, les Palestiniens, existaient avant l'État d'Israël. Et ça, c'est historique. Ce qu'ont fait les Iraniens, c'est juste aider cette population à se défendre contre les attaques des Israéliens, contre le fait que les Israéliens les ont parqués dans une prison à ciel ouvert en les affamant depuis des années, contre le fait que les Israéliens emprisonnent dans leur prison depuis des années des enfants de 12 ans
Les enfants de 12 ans sont emprisonnés dans les geôles israéliennes, des enfants palestiniens. La même chose pour le Liban. On sait aujourd'hui qu'il y a un projet de la part de Netanyahou. Je ne mets pas tous les Israéliens dans le même sac, mais Netanyahou, en tout cas, et son gouvernement ont le projet du grand Israël. Israël ne peut pas vivre tel qu'il est aujourd'hui. Israël a besoin de s'agrandir. Et pour s'agrandir, il a besoin de piétiner sur, les pays qui l'entourent, à savoir la Syrie, à savoir l'Irak, à savoir le Liban et à savoir Gaza. Et ce qu'a fait l'Iran, c'est aider des mouvements à pouvoir se défendre contre, contre cet appétit israélien. Voilà ce que l'Iran a fait. Et je ne vois pas en quoi le problème du Moyen-Orient fait que l'Iran joue sur l'islam conquérant. L'Iran n'a aucune velléité d'attaquer l'Europe, n'a aucune velléité d'étendre son territoire jusqu'en Europe. Je veux dire, on n'a pas vu ça jusqu'à présent. Donc, encore une fois, ça, on est vraiment sur une confusion totale des choses et sur le fait de confondre les problèmes qu'on a en Europe avec des problèmes qui se passent à 2000 km ou 3000 km de là. On a en Europe avec des problèmes qui se passent à 2000 km ou 3000 km de là. Un auditeur, bonjour, pas de problème, mais le guide suprême de l'Iran avait promis de détruire Israël. Mais l'Iran a aidé l'Iran a aidé les Arméniens, donc cette histoire est un grand capharnaüm, bien courtoisement. Alors ça, on est bien d'accord, cher auditeur, que l'Iran aide l'Arménie, ce qui n'est pas vraiment à nouveau le cas d'Israël qui arme l'Azerbaïdjan dans sa guerre de conquête contre l'Arménie. Je le dis encore une fois pour notre droite attardée qui aime tant Israël, il nous faut un Bibi, il nous faut Bibi aussi en France, eh bien on le voit, ceux-là même dont on voit d'ailleurs que de tous les pays du Moyen-Orient, eh bien c'est la Syrie d'Al-Shara, l'ancien numéro 2 d'Al-Qaïda, de l'État islamique, qui dirige aujourd'hui ce pays, qui est aujourd'hui le plus proche des intérêts américano-israéliens. On voit bien qu'à l'origine, eh bien, tous ces attentats terroristes qui ont frappé l'Europe en 2015 en particulier, et qui sont le fait de Daesh, eh bien Daesh, création américaine, israélo-américaine, voilà la réalité que ne veut pas entendre cette droite identitaire attardée qui voit Nicolas, dans l'Iran un ennemi public numéro 1 du terrorisme. Oui, Fabrice. ça c'est tout à fait important ce que vous venez de dire parce que on sait que pendant la guerre qui s'est passée en Syrie contre Bachar el-Assad, les soldats de l'EI étaient soignés en Israël, financés par Israël. Et c'est en fait ces mouvements-là, l'EI, Daesh, Al-Qaïda, etc., qui mènent des attentats terroristes sur le sol européen. Et ce n'est pas le fruit des Iraniens. C'est pour ça, encore une fois, que les Iraniens financent, forment, envoient du matériel aux mouvements de résistance du Moyen-Orient, mais ne sont d'aucune manière mêlés à ces groupes comme Al-Qaïda et Daesh, qui, eux, commettent des mouvements, des attaques terroristes en Europe. Et donc, en fait, quand on parle d'islam conquérant, on parle de quoi? On parle de Daesh, on parle de l'EI, ça, oui, mais ce n'est pas l'islam, justement. Ce sont des groupuscules qui sont financés, dont même l'idéologie, parce qu'elle ne date pas d'hier, cette idéologie-là. C'est Gertrude Belt, c'est Laurence d'Arabie déjà, qui avait mis ça en place dans le MI6, qui l'avait fait il y a des années. Et ça n'a rien à voir avec l'Iran, en réalité. Voilà, c'est ça qu'il faut quand même préciser, parce que malheureusement, dans la droite identitaire française, comme vous l'avez très justement souligné, a souvent tendance à faire une confusion sur ces problèmes-là. Voilà, il n'y a pas un islam, il y a plusieurs islams qui sont très différents les uns des autres, et les chiites notamment ne commettent pas d'attentats suicides, ni d'actes terroristes. Tout à fait. Merci Fabrice. Est-ce que Lara est revenue aussi ou pas? Oui, je suis là. Ah, on vous entend très bien en plus, c'est parfait. Très bien. J'aimerais bien qu'à un moment donné dans l'émission, on puisse parler quand même de notre Belge Gisèle Pélicaud, histoire de ne pas parler que de l'Iran. Mais bon, finalement, les questions d'auditeurs, cette émission passionne nos éditeurs, j'ai énormément de questions, ce qui fait que finalement,
c'est le Capharnaüm, j'ai envie de dire. Cette émission, ça ne me va pas du tout. Ce n'est pas réglé comme du papier à musique comme d'habitude. Et donc, on est dans une discussion à bâton rompu avec Fabrice Sorlin, mais qui est de bonne composition, ce cher Fabrice. Et donc, bien, nous allons continuer comme ça. Un auditeur, puisque vous abordez le sujet du nucléaire, j'aimerais votre avis à propos de l'analyse de Gérard Chevrier, qui pense que lorsqu'Israël sera acculé, il sera tenté d'utiliser sa bombe, je veux dire la bombe nucléaire, puisqu'en effet, c'est un secret de Polichinelle que Israël, qui se soustrait d'ailleurs, qui est le seul pays nucléarisé qui se soustrait totalement aux inspections du commissariat à l'énergie atomique, qui par contre reçoit les informations de l'agence, pardon, pas le commissariat, l'agence à l'énergie atomique, et par contre a une espèce de droit supérieur à celui des autres États et qui n'a jamais admis, alors qu'on sait qu'ils ont 30 à 40 têtes nucléaires à minima. Les Israéliens pourraient-ils être amenés à utiliser, s'ils étaient acculés, nous demande cet auditeur, l'arme nucléaire? Oui, on sait que, dans la guerre de 73 déjà, il y avait eu ce chantage de la part des Israéliens sur l'arme nucléaire. On sait que sur la guerre des 12 jours, qui s'est terminée par l'opération Marteau de minuit et le bombardement par les B-2 d'un certain nombre de centres nucléaires iraniens, eh bien, il semblerait qu'Israël ait fait ce chantage à l'arme nucléaire. On peut se demander si ce chantage n'apparaissait pas aussi au début de ces hostilités. Est-ce que quelqu'un veut répondre aussi sur ce sujet de Gérard Chevrier? Il me semble que c'est une hypothèse, désastreuse Fameuse. qui est déjà plusieurs fois évoquée, hein, par Israël. C'est ce que je disais au début de mon intervention sur le fait qu'aujourd'hui, c'est devenu une arme, alors que normalement, c'est une force de dissuasion, le nucléaire. C'est une force de défense, pour ne pas être attaqué parce qu'on ne sait pas comment on va réagir, donc on a la capacité d'appuyer sur la gâchette au retour. Or, Israël l'utilise différemment. Et c'est encore une fois une forme de violation de tout ce qui est traités internationaux, droit international. Mais ce risque-là, aujourd'hui, est réel parce qu'un pays qui est dirigé par des fanatiques religieux, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les fanatiques ne sont pas seulement là où on le dit qu'ils le sont. C'est ça le problème. Alors, pourtant, on a un auditeur qui nous dit: «Ils sont tellement gentils, ces Iraniens». Bon, évidemment, c'est de l'ironie, c'est du second degré. Mais Personne n'a dit qu'ils étaient gentils, mais cher auditeur, ça n'a rien à voir. C'est pas, on ne demande pas en géopolitique à ce que l'on soit un gentil ou un méchant. Ou alors là, vous rentrez justement dans cette espèce de narratif qui est celui de l'angélisme exterminateur, qui est celui du camp du bien, qui est celui qui a bombardé et qui a détruit en ex-Yougoslavie. Vous êtes certainement de ceux qui vous plaignez, cher auditeur, par votre remarque de cette immigration massive. Eh bien oui, c'est parce qu'on a attaqué ces gentils Libyens, hein, c'est parce que l'on a attaqué ces gentils Afghans, c'est parce que l'on a attaqué ces gentils Irakiens, chers auditeurs, que nous avons aujourd'hui ces masses considérables d'une immigration qui est en effet une submersion migratoire. Et je suis bien d'accord là-dessus avec la droite attardée. Mais par contre, à quoi le doit-on? On le doit justement à cet empire du bien que nous prétendons être. Et qui fait l'ange fait la bête, chers auditeurs. Qui fait l'ange fait la bête. Excusez-moi de m'emporter, mais là, à un moment donné, je veux bien l'humour et l'ironie, je la pratique moi-même, mais tout de même. Non, la question n'est pas de savoir si les Iraniens sont gentils ou méchants. Est-ce que vous avez une réaction, Fabrice Sorlin? Oui, mais ça me fait penser effectivement quand toute la rhétorique américaine qui consiste à parler de l'axe du mal. Alors l'axe du mal, c'est tous les pays en fait qui refusent de se soumettre au diktat américain. Donc on a la Corée du Nord, on a l'Iran, on a la Russie, on a la Chine. Donc il y a le bien d'un côté, parce que les Américains, eux, évidemment, ont été choisis de toute éternité par le Créateur pour faire le gendarme du monde, parce qu'eux savent mieux que tout le monde ce qui est bien et ce qui est mal. Et les pays qui ne se soumettent pas font partie de l'axe du mal. En fait, excusez-moi, mais là, on est dans une réflexion
je ne veux pas être du tout discourtois envers votre auditeur, mais c'est une réflexion enfantine. C'est en fait, il faut arrêter de mettre des sentiments en politique et en géopolitique. Surtout en géopolitique. Et la géopolitique, c'est de la réelle politique. Voilà. Aujourd'hui, on a un pays qui s'appelle l'Iran, qui est un pays souverain, qui fonctionne comme il fonctionne. On aime ou on n'aime pas, peu importe, c'est pas à nous de le dire. Eux, visiblement, ils s'en contentent, et qui a été attaqué par une coalition israélo-américaine. Ils se défendent aujourd'hui et ils ont le droit de se défendre au regard du droit international. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, il n'y a pas de question d'être gentil ou méchant. Est-ce que lorsque Trump kidnappe Maduro, c'est gentil ou c'est méchant? Est-ce que Maduro est gentil ou méchant? Tout va dépendre, en fait, dans quelle perspective on le regarde. Vis-à-vis des Russes, eh ben, c'était plutôt un allié, donc c'est un gentil. Vis-à-vis des Américains, c'est un méchant parce qu'il ne correspond pas aux intérêts américains. Voilà. Donc on ne peut pas, en fait, parler de géopolitique et parler de sentiments, de bons sentiments, qui est gentil, qui est méchant. Voilà. Là, en revanche, on se rend compte d'une seule chose, c'est que ceux qui créent et qui sèment le chaos depuis 50 ans sur cette terre, ce sont les Américains. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, il suffit juste de regarder les guerres qui se déroulent sur cette planète, sont toutes, ou quasiment toutes, du fait des Américains, qui extrapolent leurs droits à l'autre bout du monde, à 9000 km, pour décider de qui a le droit d'agrandir son pays et de qui n'a pas le droit d'exister. Quand on entend Trump nous dire qu'il est normal que l'élection du prochain ayatollah, qu'il puisse faire partie, en fait, du conseil des experts pour décider qui sera le prochain dirigeant iranien, au nom de quel droit s'arroge-t-il ce droit-là? D'un droit divin? Et si vous voulez, c'est là où les choses commencent à devenir dangereuses. C'est qu'en réalité, on voit que les Américains et les Israéliens reprochent à l'Iran d'être une théocratie. C'est une théocratie musulmane. Mais en réalité, il y a la théocratie protestante américaine, et ça, c'est une très bonne thèse d'Alain Soral. Je trouve qu'il a parfaitement raison. La théocratie américaine protestante est beaucoup plus dangereuse parce que c'est elle qui sème, en fait, le chaos partout dans le monde. Et ils le font, encore une fois, au nom de l'Amérique est grande, parce que Dieu nous a donné le devoir de régenter le monde entier. Alors, Fabrice, un autre auditeur, vous allez pouvoir répondre directement. Bonjour, je suis d'accord, nous dit cette auditrice, sur les intérêts cachés des US et d'Israël, et je suis contre cette guerre prédatrice. Jusque-là, tout est d'accord. Nous sommes tous d'accord. Là où l'auditrice n'est pas d'accord avec vous, mais votre intervenant qui parle d'un régime iranien paisible, je n'en reviens pas. Et les milliers de morts de janvier, et la mort, entre autres, de Masha Amini, jeune femme violée, tuée pour port de voile inapproprié. Là, je crois qu'il est nécessaire que vous réagissiez à cette remarque de l'auditrice, de notre auditrice, cher Fabrice. Merci, chère auditrice, pour cette question, qui est une très bonne question. En fait, les 30 000 morts du mois de janvier, j'aimerais savoir d'où on a sorti ce chiffre. Est-ce que c'est CNN qui l'a sorti? Est-ce que c'est LCI? Oui, ce sont ces médias-là. Et permettez-moi de douter quand ces médias-là nous donnent des chiffres aussi catastrophiques. On se rappelle quand même que dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, à chaque fois qu'ils ont voulu rentrer en guerre contre un pays, ils nous ont inventé des excuses. Et les excuses, on les a connues. Ça a été les fioles remplies de produits chimiques pour attaquer Saddam Hussein et l'Irak. Ça a été les couveuses aussi en Irak, une deuxième fois, où soi-disant les armées irakiennes seraient rentrées dans une maternité et auraient tué femmes et enfants à l'intérieur de la maternité. On a connu la même chose en Syrie, où on a accusé Bachar el-Assad de se servir de produits chimiques. Il y a des mensonges, et ça, je crois que même l'auditrice le sait. Donc aujourd'hui, parler de 30 000 morts paisibles et calmes en Iran par les basiges et les autorités policières iraniennes, je n'y crois pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a eu 600 postes de police qui ont été attaqués, et c'est que les soi-disant paisibles manifestants
étaient équipés d'armes lourdes et qu'il y a eu des morts donc des deux côtés. Le nombre, je ne les connais pas, vous ne le connaissez pas non plus. Seul CNN ou ces médias de grand chemin nous sortent ce chiffre de 30 000 sortis du chapeau. Voilà, il n'y a aucune preuve en fait. C'est comme quand Trump nous dit aujourd'hui que s'il a attaqué l'Iran il y a 15 jours, c'est parce que l'Iran s'apprêtait à attaquer Israël et à attaquer les États-Unis d'Amérique. Franchement, est-ce que quelqu'un aujourd'hui qui est suffisamment, je veux dire, sain d'esprit, peut imaginer qu'un pays comme l'Iran, qui est un pays non nucléaire, va s'en prendre aux États-Unis d'Amérique, qui est un des pays qui a l'arsenal nucléaire le plus important? Évidemment que tout ça, c'est bidon. Mais, encore une fois, chère auditrice, quand on veut commencer une guerre, on est obligé de trouver une excuse. Et là, ça a été l'excuse de ces 30 000 morts. Pour revenir après sur la fameuse manifestante qui aurait été violée, qui aurait été tuée, quel était l'intérêt aujourd'hui? Quel était l'intérêt, je veux dire, de la police iranienne de faire ça? Qui prouve qu'elle a vraiment été violée? Qui prouve? Elle est morte, ça c'est sûr, on le sait. Est-ce qu'elle n'est pas morte? Eux disent qu'elle est morte parce qu'elle avait un problème cardiaque. Encore une fois, je ne cherche pas à déculpabiliser le régime iranien, à dire que tout est parfait, que tout est nickel. Loin de là. Il y a aussi des problèmes dans ce pays, comme il y en a dans tous les pays du monde. Que les choses soient bien claires. Je ne suis pas en mission Mais si commandée. on devait faire la guerre à chaque fois que les droits de l'homme sont violés dans un pays, on serait Alors, en les guerre gilets contre jaunes. le monde entier. Alors, parlons des gilets jaunes dans ces cas-là. Combien de blessés graves, combien de mains arrachées, d'œils crevés, etc., par la police française? Voilà, en fait, des exactions, j'en sais rien. Peut-être qu'elle est morte, effectivement tuée, peut-être qu'elle est morte d'une crise cardiaque, on n'en sait rien. Est-ce qu'on déclenche une guerre pour ça? Est-ce que, dans ces cas-là, où étaient les États-Unis d'Amérique lorsque les gilets jaunes sont descendus dans la rue et se sont fait tirer avec des tirs tendus, des balles en caoutchouc sur des manifestants? Il y a eu des morts aussi, je le rappelle. Bon, voilà. Et Il ça, aurait c'est... fallu tout de suite frapper le péché Jupiter. Hein, on Voilà. sait le bunker de Macron, à mon avis. Donc, juste pour terminer là-dessus, Nicolas, je pense qu'il faut faire Allez-y. extrêmement attention et prendre avec beaucoup de pincettes tout ce qui se dit dans les médias mainstream. L'Iran est un ennemi des États-Unis parce qu'il ne correspond pas à ce que les États-Unis veulent. L'Iran vend son pétrole en yuan. Il ne le vend pas en dollars. On sait que tous les pays qui ont un jour ou l'autre cherché ou voulu ou vendu leur pétrole dans une autre monnaie que le dollar, un jour ou l'autre, se sont fait attaquer. Ça a été le cas de Kadhafi, ça a été le cas de Bachar el-Assad, ça a De été le cas Saddam Hussein. de Saddam Hussein. Tous ces hommes politiques, tous ces pays ont été renversés, ces régimes ont été renversés pour cette raison. À mon Et avis, voilà, ils étaient, à mon avis, attaqués un peu plus à savoir s'ils étaient gentils ou méchants que parce que justement, ils dédollarisaient les échanges commerciaux d'hydrocarbures. Tout à fait. Oui, Fabrice, voilà, on va essayer de répondre un peu plus rapidement aux questions parce qu'il y a encore une multitude de questions. Il faut dire que vos propos sont suffisamment clivants pour générer beaucoup de réactions. Cher Nicolas, nous dit cet auditeur, les responsables des attentats islamistes en France, ce sont les responsables français de l'immigration. Point d'interrogation, un peu léger de la part de votre invité. Par qui sont armés les terroristes? Avec quelle idéologie, à moins que Macron ne se soit converti à l'islam? Bien courtoisement. Je ne sais pas s'il n'y a pas une incompréhension là. quand il y a une incompréhension, Oui, j'accuse les autorités françaises c'est du ça. terrorisme en France. J'accuse les autorités françaises d'un laxisme évident sur l'immigration. Et s'il n'y avait pas d'immigration, il y aurait moins d'attentats terroristes. Déjà, ça c'est le premier point et ça me semble assez évident. J'ai aucunement accusé les autorités françaises d'être derrière les actes terroristes qui se passent en France. C'est le premier point. Le deuxième point, on l'a déjà évoqué, cher Nicolas, qui finance, qui arme Al-Qaïda, Daesh et compagnie, ce n'est pas l'Iran. Voilà. On sait, et d'ailleurs, c'est un secret de polichinelle maintenant. On sait que les États-Unis, que la CIA a armé ces mouvements-là et les a financés. On le sait. Eux-mêmes l'ont dit, même les Américains le reconnaissent. Donc, en fait, là, je divague pas dans une théorie du complot. Je dis ce que tout le monde sait, sauf que CNN et BFM TV ne le reprennent pas, c'est tout. Lara, voulez-vous intervenir? Oui, je voudrais intervenir. Justement, tout à l'heure, on avait parlé de l'axe du mal. On rappelle quand même que l'Iran était plutôt
promoteur de l'axe de la résistance. À l'origine, il faut aussi rappeler que le mouvement aujourd'hui classé terroriste, c'est pas mon propos, mais il s'appelle Hezbollah et ça signifie résistance. En fait, encore une fois, tout est inversé, tout est mis voilà, tête à l'envers parce que c'est ce qui arrange le narratif. Parce que, encore une fois, il y a autre chose que simplement le régime. C'est toujours étonnant, mais l'Amérique se soucie des régimes lorsqu'il y a des hydrocarbures en ressources naturelles. Et c'est proportionnellement, comment dire, lié à l'intérêt que porte l'Amérique aux droits de l'homme. Bonjour Lara, Nicolas est votre invité. Votre auditeur se fait la question et réponse. Oh, sans intérêt. Alors là, c'est notre auditrice qui vole au secours de notre invité. Certains amis me disent, oui, mais regarde comme ils traitent leurs femmes, ou je suis contre cette religion. Bref, ils écoutent les mainstream et aucun échange sera possible. Mais enfin, c'est leur problème, pas le nôtre. J'ai beau leur dire que tous les génocides sont perpétrés par la communauté élue sous couvert d'apporter la démocratie, mais surtout pour s'emparer de leurs richesses dont ils papillaient l'URSS, l'Allemagne, l'Amérique. Ils n'ont pas hésité à armer l'Azerbaïdjan pour chasser de leur pays les Arméniens récemment. Et alors là, une partie de la réponse de notre lycée qui est assez succulente, il est vrai, par rapport à l'islam. Pourquoi Trump ne veut plus de l'immigration de l'Amérique? L'Amérique du Sud serait-elle trop catholique? Sûrement, sûrement. Moi, Oui. ce qui est hallucinant, c'est parler des droits des femmes, dire que les filles sont oppressées, etc., et frapper une école de filles. C'est tellement logique de frapper une école, c'est-à-dire là où les filles s'instruisent, et dire derrière que c'est pour le bien des femmes. Voilà, Oui, le c'est cynisme une le plus. monstrueuse contradiction cynique. Oui. Oui, Il y a un autre point. Pardon. oui. Fabrice, allez-y. Non, mais dans les universités iraniennes, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a plus d'ingénieurs femmes que d'ingénieurs hommes en Iran. Les femmes conduisent en Iran, les femmes ont même le droit de faire de la chirurgie esthétique. Pour ceux qui ont seulement foulé les pieds, foulé le sol iranien à un moment ou à un autre et juste visité Téhéran, vous verrez tout ça. Il y a euh, la rhétorique, le narratif en fait des médias, et il y a la réalité sur place. Encore une fois, s'il vous plaît, chers auditeurs, faites attention à ce que les médias disent. Quand on quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Quand on veut faire une guerre contre l'Iran, on l'accuse de tous les maux, on l'accuse, voilà. Les Iraniennes ne sont pas malheureuses. Les Iraniennes conduisent, les Iraniennes vont au restaurant. Les Iraniennes, en fait, ne portent pas le niqab, elles ont juste un voile comme nos grands-mères à une certaine époque pouvaient le porter en France. Les Iraniennes étudient, les Iraniennes sont dans les entreprises, elles bossent comme en France, comme dans les pays développés, etc. Il n'y a pas de répression sur les femmes iraniennes comme il peut y en avoir dans d'autres pays musulmans. Voilà. Et pour ça, il suffit juste de se rendre dans ce pays-là et d'aller et de le voir de soi-même. Je l'ai vu moi-même lors de mes nombreux voyages dans le pays. Bien. L'Arabie Lara, oui. saoudite, c'est forcément la terre de la liberté des femmes puisque c'est un allié des Américains, donc tout va bien pour les femmes saoudiennes. Moi, je pense que si on posait la question aux femmes saoudiennes, elles auraient beaucoup d'envie envers les femmes iraniennes. Et C'est quant vrai que le à grand allié d'Israël et des Américains, l'Arabie saoudite, oui, procède à des décapitations ou à des lapidations de lapidation, femmes en oui, place publique. C'est mais vrai que ça là, la cause de la femme avance. oui, ça avance. Ça avance et par contre, effectivement, il y a quelque chose qui est proscrit là-bas, c'est la propagande LGBT et ça, Voilà, ça. voilà, ça plaît pas. Ça plaît pas et puis c'est comme ça. J'aimerais aussi, faire une petite annonce pour, justement Fabrice Sorlin parce que moi je recommande à nos auditeurs qui sont intéressés tant à sa présence et sa parole, de souscrire à son canal Telegram. Ce sont des informations inédites parce qu'elles sont traduites du russe, parce que c'est des sources multiples, qu'utilise Fabrice et c'est en français. Canal Telegram @Fabrice Sorlin.
Merci Lara. On se dépêche parce qu'il y a énormément de questions d'auditeurs et j'aimerais au moins poser quelques minutes, enfin poser une question et que Fabrice Sorlin puisse répondre quelques minutes sur la Russie. Et là, vu nos auditeurs ont besoin d'échanges, ont besoin de ces débats, donc je pose toutes les questions, même si ça met un peu de temps. Par contre, je vous demanderai aux uns et aux autres de répondre assez rapidement pour qu'on puisse poser toutes les questions des auditeurs. Cette auditrice, je profite de cette pause musicale pour vous remercier. Vous voyez, on est encore au niveau de la pause musicale. Votre invité a replacé l'Église, je veux dire le grand Satan, au milieu du Proche-Orient. Bon, très, très drôle. Un auditeur, merci pour vos réponses et explications. Certes, ma question ne faisait pas l'apologie d'Israël, du sionisme, je vous rejoins en cela. Ma critique de l'islam est désormais fondée sur l'histoire du 7 octobre, qui fut sans doute un piège de Netanyahou, l'auditeur en a conscience, mais révélateur de cet islam. Puisse le Hamas et le Hezbollah être éliminés ou reddition, et ensuite faudra-t-il des pressions et embargos d'armes sur Israël pour le forcer à négocier équitablement avec les Palestiniens. C'est leur droit et le droit international devra passer. Merci pour ces débats, merci à vous. Merci, chers auditeurs, d'être tempérés dans vos réactions. Après, le sujet est de se dire que je pense que c'est pas demain la veille qu'on frappe des pressions et des embargos sur les armes vis-à-vis d'Israël. On voit bien le deux poids, deux mesures entre Nicolas, ce que fait... Juste un instant, je termine juste ma phrase, Lara, et je vous laisse intervenir. Il y a beaucoup de passion dans ces échanges. Le deux poids, deux mesures, il est évident entre les sanctions. Nous en sommes au 20e paquet de sanctions contre la Russie dans sa guerre, entre guillemets, d'agression contre l'Ukraine. Et là, les guerres d'agression multiples et variées d'Israël contre ses voisins, aucune sanction. C'est la réalité, cher auditeur. Lara. Comment dire, réactions. Moi, pour le 7 octobre, j'invite nos auditeurs à s'intéresser aux multiples pogroms dont les Arméniens ont été victimes par les Azéris durant, que ce soit la guerre en 2020, ensuite 2022. Mais ça, les images sont proscrites, il est interdit de les montrer parce que c'est trop violent et la censure ne le permet pas. Il ne faut avoir qu'une image issue des réseaux israéliens pour pouvoir montrer l'atrocité des pogroms. Et ça, c'est encore une fois deux poids, deux mesures. Donc, encore une fois, quand on massacre des chrétiens, les images sont proscrites. Quant au deuxième volet, vous avez parlé justement de la Russie, du 20e paquet de sanctions. C'est vrai que quand ça marche pas, faut en faire encore, hein, puisque ça va pas, donc faut faire encore. Mais que n'aurait-on pas dit si Poutine avait enlevé Zelensky ou pire encore, frappé son QG pour le tuer? Donc, encore une fois, deux poids, deux mesures. Donc là, Zelensky, qui d'ailleurs n'est plus légitimement président de l'Ukraine d'après la constitution ukrainienne, lui, il voyage, il se fait serrer les mains d'ailleurs et se permet même de menacer certains chefs d'État européens sans problème. Vous vouliez intervenir, Fabrice ? Juste pour parler, votre auditeur parlait du droit international. Si le droit international existait vraiment, les États-Unis d'Amérique et Israël n'auraient pas attaqué l'Iran. Ou en tout cas, aujourd'hui, ce seraient les deux pays qui seraient sous sanction, qui devraient être sous sanction du monde entier. Il y a un droit international pour tous les pays du monde, sauf pour Israël et sauf pour les États-Unis d'Amérique, qui décident quand est-ce qu'ils ont le droit de commencer une guerre et même quand est-ce qu'ils ont le droit d'arrêter la guerre. C'est ça, d'ailleurs, aujourd'hui, dont il est question. Trump aimerait d'une façon ou d'une autre terminer la guerre et c'est pour ça qu'il est coincé. Il est coincé parce que les Iraniens ont dit « vous avez commencé la guerre, mais c'est nous qui allons la terminer ». Mais donc, pour finir là-dessus, voilà, le droit international pour les États-Unis d'Amérique n'existe pas pour Israël non plus. Sinon, Israël n'aurait pas le droit d'avoir la bombe nucléaire puisqu'il ne l'a jamais revendiquée alors que tout le monde sait qu'il l'a eu, qu'il l'a aujourd'hui. Tout le monde sait qu'Israël possède des ogives nucléaires et c'est le seul pays qui se permet d'avoir du nucléaire sans avoir aucune contrepartie, c'est-à-dire inspection de l'AIEA. Il faut quand même en être conscient. Et ce pays-là, aujourd'hui, attaque un pays qui n'a pas la bombe nucléaire, mais parce qu'eux disent que, de toute façon, même si les Iraniens disent qu'ils ne la veulent pas, ils vont l'avoir quand même.
Je rappelle à toute fin utile que ça fait 20 ans que Netanyahou nous sert ce discours. Voilà. Voilà, je passe la question d'une auditrice qui se demande si nous sommes ouvertement antisémites. Voilà, donc ça, c'est quelqu'un qui fusionne, qui mélange déjà ce qui pourrait être une forme d'antisionisme avec une forme d'antisémitisme. C'est deux choses différentes. Alors, c'est bien, il y a Madame Yadan, cette auditrice, certainement, est une macroniste qui soutient Madame Yadan, qui veut en effet criminaliser toute offense faite à Israël comme étant de l'antisémitisme. Non, dire la réalité et la vérité sur Israël n'est pas de l'antisémitisme. Quant à ce qui est sémite, eh bien, vous avez tout un tas de populations, entre autres des populations à Gaza, qui sont tout à fait sémites. Suis-je antisémite? Je ne le pense pas. De même que vous avez de nombreux Israéliens issus par exemple de Russie qui n'ont rien à voir avec les sémites, chère auditrice. Vous mélangez tout, excusez-moi de vous le dire. Je n'aime Voilà. pas rabrouer un auditeur ou une auditrice de Radio Courtoisie, mais là, chère auditrice, vous mélangez tout. Nicolas, je vais Oui, rebondir là-dessus quand même, parce oui. que être contre le régime de l'ayatollah Khamenei, est-ce que ça fait de ces personnes tous des personnes qui détestent l'Iran et les Iraniens? Non. Être contre le gouvernement politique de Netanyahou, est-ce que ça fait de nous des personnes qui détestons les Juifs? Absolument pas. Depuis le début de l'émission, je crois qu'on a parlé de politique, de gouvernement et de régime. On Tout n'a à pas parlé fait. de juifs, on n'a pas parlé, en tout cas moi, Jamais. de musulmans dans Et leur quand ensemble. des auditeurs ou auditrices dérivent sur ce sujet, je censure. Parce que Oui, c'est parce que d'ailleurs la loi, parce que nous n'avons pas à traiter, nous n'avons pas à faire preuve justement de ce qui est non, puis c'est pénible. répréhensible. Voilà. C'est pénible d'avoir encore à se défendre sur des choses qui sont pourtant élémentaires. On est en train de parler de politique de Trump et de politique de Netanyahou. Voilà. On n'est pas en train de parler du peuple américain, on n'est pas en train de parler du peuple juif. Netanyahou ne représente pas la totalité des juifs qui vivent en Israël. Ou Il a, même dans le monde. il a même une très forte opposition à l'intérieur même d'Israël. Donc ça voudrait dire que des juifs antisémites à l'intérieur d'Israël parce qu'ils critiquent Netanyahou. Bref, vous Oui, voyez, c'est ça. cher auditeur, que c'est des choses qui sont terriblement stupides. Pardonnez-moi, mais là, pour le coup, voilà, j'ai pas envie qu'on y passe des heures entières à se justifier sur les choses évidentes. On parle de politique, voilà. Tout à fait, Moi, Fabrice. Oui. je rajoute ma petite pierre à l'édifice. C'est le seul qui mélange en fait les régimes, les peuples et tout ça. C'est notre bien-aimé Trump qui se permet tout à coup une sortie fracassante en disant le peuple iranien, ce sont tous des horribles assassins. Voilà. Oui. Voilà. Mais lui, il a le droit en fait. Et il veut d'ailleurs sauver les assassins contre eux-mêmes, hein, Voilà. puisqu'il veut sauver le peuple iranien contre les affreux assassins. Soulevez-vous, vous êtes d'horribles Voilà, assassins, je viens vous sauver. voilà. Mais bon, Trump n'est pas une contradiction près. Dans les années 70, nous dit cette auditrice à l'ONU à New York, j'entendais tous les jours, on veut refaire le grand Israël de Ur à l'Égypte nilotique. Or, la bombe a été volée à la France à l'époque de De Gaulle, sous l'époque de Mendès France, les soirées de Cherbourg avec la France. Après, la France a aidé pour canaliser les ardeurs israéliennes, pour ne pas l'utiliser. En aucun cas, on ne peut utiliser le nucléaire comme offensive. Le seul pays à l'avance, ce sont les USA, choisissant l'heure où il y avait le plus de monde dans la rue pour génocider en partie ce peuple. Point pour l'Iran. Ce n'est qu'une arme dissuasive. Point une fois leur interdit de s'en servir comme arme offensive. C'est pas très facile à lire le message, chère auditrice. J'ai essayé de le passer. Un auditeur, bonjour à vous. Je réagis à ce que disent certains auditeurs. La totalité des médias disent ce qu'ils veulent entendre. Ayons-nous une émission qui énonce un autre point de vue. Merci, cher auditeur. Voilà. Un auditeur, est-ce vrai de dire que les Iraniens sont responsables du Drakkar? Oui, ça c'est intéressant. En effet, l'attentat du Drakkar, c'est-à-dire, eh bien, je crois le Hezbollah à l'époque, voilà, le Hezbollah, et l'attentat contre le Drakkar, comme contre d'ailleurs les Marines américains. Alors, dire que les Iraniens sont directement responsables, probablement pas. Dire qu'en effet, c'est un proxy d'Iran qui est à l'origine de cet attentat. Alors, je sais bien, aujourd'hui, par exemple, le très regretté général de Lavarde, ça va faire bondir notre auditrice de tout à l'heure, avait l'air de dire que finalement, cet attentat aurait peut-être été un attentat sur lequel il y aurait eu des complicités israéliennes. Je ne sais pas, à titre personnel.
Mais le général de Lavarde parlait justement d'expérience. Hein, Oui, il était membre de la FINUL à l'époque. voilà, et je rappelle, la FINUL est attaquée encore une fois par Israël. C'est qu'on m'explique, hein, quand je veux bien, mais c'est les dépêches de ce matin. Bon, certes, c'est pas la base française qui a été touchée, mais quand même, c'est toujours le cas. Une auditrice, message tout à fait intéressant et auquel moi je souscris. Je suis très étonné de voir Trump appuyer Netanyahou dans cette folie de matraquage de l'Iran et Ah, je suis le servir dans son projet délirant de grand Israël au prix de massacres de civils et de grandes dépenses et de son image personnelle. Adieu son rôle de grand frère de la paix dans le monde, adieu sa promesse faite à ses compatriotes de se concentrer sur leur bien-être, adieu ces exemplaires actions sur la remigration, la lutte anti-wokiste et celle contre Big Pharma, assassin pervers. Je suis pleinement d'accord avec vous, chère auditrice. Il a tout à perdre. À part l'hypothèse du gâtisme, peut-être y a-t-il des documents Epstein liés au Mossad compromettant Trump qui, dans sa jeunesse, n'aurait pas dédaigné la chair fraîche offerte dans un cadre luxueux de jet set par Epstein. Mais En effet, on peut se poser la question du pourquoi l'intervention on peut se poser la de question et Trump. on peut aussi accorder un petit peu d'attention à ceux qui disent que même les initiales de cette opération américaine correspondent exactement au dossier Epstein, donc Epstein File. Fabrice, est-ce que vous vouliez dire quelque chose? Epic Fury, Epstein File. Oui, c'est vrai. Oui, je peux rajouter, effectivement, je suis tout à fait d'accord pour dire que Trump n'avait aucun intérêt personnel, en tout cas pour les États-Unis d'Amérique, à y aller, que je pense qu'il a tué tout son héritage politique là-dessus. Et je crois qu'il s'en rend compte aujourd'hui. Et je crois que c'est pour cette raison qu'il est dans cette fuite en avant, parce qu'il ne veut pas justement subir cette humiliation immense que les Iraniens sont en train D'infliger. voilà. Et c'est pour cette raison qu'il est dans cette sorte de fuite en avant où aujourd'hui, on apprend envoyer des troupes il est en train d'amasser des troupes au sol autour de l'Iran. On va voir où ça va se terminer, mais je pense qu'il est dans une situation très délicate. Et je crois une des meilleures preuves qu'on peut trouver, c'est que il a appelé il a appelé Poutine pour essayer de trouver une solution diplomatique à ce problème-là. Il a levé les sanctions contre le pétrole russe. Donc ça, je ne pense pas que ça faisait partie du plan initial lorsqu'il a commencé la guerre en Iran. Il a levé les sanctions sur la flotte fantôme russe. Il a été obligé de sortir la plus grande quantité de réserves stratégiques de pétrole. Je ne pense pas non plus que c'était prévu. Et tout ça nous montre bien l'échec de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Il est dans une situation extrêmement compliquée. On va voir comment les choses vont se dérouler dans les jours et les semaines qui viennent. Mais effectivement, il a tué pour moi tout son héritage politique. Il est pris en étau à la fois sur une pression diplomatique et politique énorme de la part des pays du Golfe qui menacent de retirer les investissements, les milliers de milliards d'investissements qu'ils avaient promis aux États-Unis, et à la fois avec sa base MAGA qui est maintenant déchirée. On a vu des influenceurs extrêmement importants comme Tucker Carlson, Candace Owen, Marjorie Taylor Greene, et donc suivi par des centaines de milliers d'Américains de sa base MAGA qui aujourd'hui sont vent debout contre Trump, qui se trouvent donc encore une fois dans une situation extrêmement inconfortable. Chers invités, il faut absolument répondre plus rapidement aux questions parce qu'elles tombent comme gravelottes, les questions, et donc ça aura été finalement une émission de questions-réponses. Mais en tout cas, il faut essayer de répondre de façon claire et nette, mais rapidement parce qu'il y a énormément de questions. Quand on sait, nous dit cet auditeur, que que le ministre de la Guerre US a un tatouage, une croix templière à sa poitrine, je pense que cette attaque de l'Iran est un plan de destruction de l'Iran et d'Israël. C'est original. Une auditrice, ne pas oublier la doctrine Rockefeller à l'œuvre depuis des années. On tient les nations par l'énergie et les peuples par la famine. Cet auditeur, bah tiens, vous allez pouvoir répondre là, Fabrice. Je voudrais demander à l'invité de l'émission, l'audateur du régime iranien, alors que vous défendiez encore, ce qu'il pense du sort fait aux femmes des manifestants massacrés
par les gardiens de la Révolution et du prix Nobel emprisonné. Moi, je me rappelle surtout François Fillon qui expliquait que nous étions intervenus en Afghanistan alors même que toutes les femmes se voilaient en France, dans son propre pays, il était à l'époque Premier ministre de Sarkozy, eh bien, il envoyait les troupes à l'autre bout du monde par rapport à la France, en Afghanistan, pour lutter contre la burqa, c'est dire l'intelligence de l'action de l'ancien Premier ministre Fillon sur le sujet. Vous voulez peut-être répondre quand même, Fabrice. J'ai déjà répondu à cette question. Oui, sur on est le d'accord. fait que les Iraniens On est d'accord. tabassent les femmes, les enterrent vivantes, etc. Donc tout ça, c'est des stupidités, je ne vais pas revenir dessus. Je vais juste reprendre le terme laudateur du régime iranien. Je ne suis pas là pour défendre le régime iranien en particulier. Je connais l'Iran, j'ai été de nombreuses fois en Iran, j'ai vu ce qui se passait là-bas. J'essaye juste, en fait, d'établir la vérité. Voilà. Je n'ai Voilà, aucun donc on est d'accord, intérêt. vous n'avez aucun intérêt avec l'Iran, comme le demande encore un autre auditeur. Non, mais On se demande pourquoi. quel intérêt pourrais-je avoir avec l'Iran? Voilà. J'habite en Russie, je suis français, j'ai aucun intérêt avec l'Iran. Simplement, je vois que aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique et Israël sont en train de mener une guerre inique contre un pays qui ne les a pas attaqués, qu'ils sont en train aujourd'hui de trouver des excuses, qu'ils ont trouvé des excuses depuis des mois et des années pour diaboliser ce pays de façon à pouvoir l'attaquer, mais qu'il n'y a en fait aucune bonne excuse. Et je suis très inquiet de la situation parce qu'aujourd'hui, comme ils se sont cassés les dents sur l'Iran, je ne sais pas comment ce conflit, personne ne peut savoir comment ce conflit va dégénérer. Voilà, c'est ça le fond du problème. Et les vraies questions que les auditeurs devraient poser, c'est de se dire comment ça a terminé, plutôt que de savoir si oui ou non, parce que je défends la vérité et que j'essaye d'apporter une nuance par rapport à ce qui se dit dans les médias mainstream sur l'Iran, qu'on puisse m'accuser d'une quelconque connivence avec les autorités du pays. Je n'ai aucune connivence avec ce pays-là, aucune. Merci Fabrice, cette auditrice va dans votre sens. Bravo, bravo Nicolas, monsieur et Lara. Il y en a marre de voir que les Français ne comprennent rien. Vos coups de gueule sont salutaires pour que les Français comprennent peut-être. Les Français émettent une opinion sur une écoute radio ou TV dont les propriétaires donnent les nouvelles de leur choix pour les manipuler. Au fait, qui sont ces propriétaires? Qui, chère auditrice, qui sont ces propriétaires? Eh bien, ça me fait penser à notre regretté général. Nicolas, juste pour ouvrir une parenthèse, Oui. habitant en Russie, connaissant aussi le Donbass, j'y vais depuis 2017, je tiens régulièrement sur divergences politiques, des podcasts sur la Russie. J'ai eu les mêmes accusations, on m'accuse d'être nourri par le Kremlin, tout simplement parce que, en fait, c'est ça qui est dingue, en fait, c'est qu'à partir du moment où on a un point de vue divergent, on est forcément payé pour dire les propos qu'on dit. Non, est-ce qu'on a le droit, en fait, d'essayer d'être honnête et d'essayer de défendre la vérité? Voilà, c'est tout. Il faut arrêter d'aller chercher midi à 14h. Les mallettes d'argent, j'en ai reçu ni par le Kremlin, ni par Téhéran. Voilà, si c'est ça qu'il faut dire pour rassurer les auditeurs. Un auditeur, pas de questions, juste de l'admiration pour votre émission passionnante, quelque peu obscurcie par certaines questions naïves d'auditeurs. Je vais de ce pas me connecter au canal de Fabrice Sorlin. Sorlin, S-O-R-L-I-N, je rappelle. J'invite vraiment nos auditeurs à le faire parce que ça permettra de voir des informations parfois 48 heures avant qu'elles ne sortent sur nos médias classiques mainstream qui font pourtant des priorités au direct avec des envoyés spéciaux aux quatre coins du monde et tout ça, sans jamais sourciller sur le fait que lorsque vous avez un certain Nicolas Poincaré qui très facilement nous montre le quartier arménien de Beyrouth bombardé par l'armée israélienne. Je ne vois pas quel Hezbollah l'armée israélienne cherche dans un quartier arménien. Voilà, ils ont déjà assez fait mal aux Arméniens en Arménie ou en Haut-Karabakh. Tout à fait, Lara. Cet auditeur, merci. Alors, je pose toutes les questions. Vous avez pu remarquer, cher auditeur, et tout le monde n'est pas content. Il y a beaucoup de discorde dans cette émission. Mais c'est ça le débat, c'est ça la richesse. Et ça, vous n'aurez que ça sur Radio Courtoisie. J'espère que tout le monde en a conscience. Merci de défendre la dictature islamique, chantre du droit des femmes et flambeau de la liberté à travers le monde. C'est vrai, cher auditeur, que les femmes, le LGBT, tout ça, mais c'est bien pour cela qu'on fait la guerre, n'est-ce pas?
Eh bien, écoutez, moi, vous ferez la guerre sans moi hein, pour ça. Hein. Quels que soient les intérêts sous-jacents des uns et des autres, l'islam est exactement le contraire de nos valeurs et de notre civilisation. Attention, ça c'est de l'islamophobie pour le coup. Hein. Et donc ça, je le note. En tout cas, je n'accepterai pas Mais en plus, je dirais, Allez, Lara, il faut me laisser finir là, parce que là, c'est grave. Après, l'Arcom peut nous en punir, ça peut nous en cuire. Non, non, non. Là, cher auditeur, vous n'avez pas, je ne vous laisse pas l'autorisation de généraliser. On ne généralise pas. On peut parler de l'islamisme, on peut parler, mais on ne peut pas dire cela de façon si générale. Donc, on évite la généralisation, s'il vous plaît, cher auditeur. Donc, je continue. Donc, cet islamisme, on va dire, est exactement le contraire de nos valeurs et de notre civilisation. Soutien, c'est vrai que notre civilisation LGBT, c'est absolument magnifique. Soutien inconditionnel à l'État d'Israël, bravo, qui est, malgré ses défauts, la seule démocratie défendant les valeurs de l'Occident de la région. Eh ben, elle est belle, la démocratie. Continuons, chers auditeurs, à la défendre à coups de bombes et de B2. Mais si Oui. on poursuit et si on va jusqu'au bout de cette logique, ça veut dire que tous les pays qui n'ont pas notre civilisation ou notre culture, on doit les bombarder pour les soumettre. C'est ça que ça veut dire? Ça veut dire que le monde n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'avoir un monde diversifié avec des cultures différentes, avec des civilisations différentes. Donc ça veut dire, ça justifie en fait toutes les attaques qu'on pourrait faire en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, sous prétexte qu'ils ne partagent pas la même civilisation que la nôtre. Mais enfin, je veux dire, c'est quand même dangereux de parler comme ça. Le monde est riche justement de ces diversités-là, je suis désolé. Et tant que ces pays-là ne viennent pas nous expliquer comment nous, on doit faire en France, je ne vois pas pour quelle raison, nous, on irait les voir en leur disant, c'est pas comme ça que vous devez vous comporter. Voilà. Chacun a le droit de vivre selon ses traditions et selon son mode de vie. C'est quand même, je trouve assez hallucinant d'entendre des propos comme ceux-là sur une chaîne comme Radio Courtoisie. Je n'en reviens pas là. Il y a quand même un problème au sein de la droite française, je pense vraiment. Hein. Eh ben, cet auditeur, j'adore Trump, il a mis un coup de pied dans la fourmilière et ensuite aléa Jacques Taest. Eh ben, écoutez, si finalement ça lui revient en pleine figure, on n'en sera pas non plus totalement déçu. Disons que quand le prix de l'essence passera à 3 ou 4 euros à la pompe en France, on va voir si aléa Jacques Taest sera toujours le terme employé. À mon avis, ça va être plutôt des pleurs et des grincements de dents. Et c'est de ça dont moi je m'inquiète. Vous voyez ce que je veux dire? Pour le bien des Français. Ah, nous avons notre Michel Dumas. Excusez-nous, chers auditeurs, j'ai vu qu'il y a encore beaucoup de questions, on ne pourra pas toutes les poser, il reste plus que 3 minutes. Cet auditeur, qui n'est autre que notre collaborateur Michel Dumas, et qui nous envoie, comme tous les samedis matins, son quatrain, le voici, je vous le livre. Lorsque les bons ariens ne sont plus attirants, et que perce en croissant liberté sous tyran, le glaive des mots lasse, alors Sion s'étirant, fait porter le chapeau à Poutine, seul tyran. Eh oui, Poutine, le seul tyran, nous le savons bien. Il vous reste 1 minute pour nous expliquer, Fabrice Sorlin, pourquoi la Russie est le grand vainqueur de cette guerre. Mais évidemment, vous n'aurez pas le temps. Je vais essayer d'être très rapide. En 1 minute. En tout cas, tant que l'Iran ne tombe pas, donc à court et moyen terme, oui, la Russie est le grand gagnant parce que l'Oural, donc qui est le nom du pétrole russe, est passé de 60 à 90 $ le baril et qu'aujourd'hui, il se vend comme des petits pains à tout un tas de pays qui ne peuvent plus avoir leur pétrole qui passait d'habitude par le détroit d'Ormuz. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis d'Amérique ont levé les sanctions sur le pétrole russe pour 1 mois. Et aujourd'hui, les experts estiment que la Russie engrange 150 millions de dollars par jour de recettes sur les ventes de pétrole. C'est ça. Ce qui va permettre d'équilibrer le budget de l'année en quelques semaines. Et je termine. Exactement, cher Fabrice. Le dernier point, c'est que ça replace la Russie au centre des intérêts politiques, puisque Trump, je l'ai dit aussi tout à l'heure, a appelé Poutine pour essayer de trouver une solution en Iran, parce que Poutine est l'un des rares dirigeants sur cette planète qui est capable de parler avec tous les dirigeants du monde, parce qu'il a cette intelligence et cette profondeur diplomatique qui fait qu'il ne s'embrouille avec personne. Eh oui, tout à fait. Contrairement aux nôtres qui ne parlent plus à personne.
une pluie de questions, chers invités, une pluie de questions de nos auditeurs et qui n'étaient pas tous d'accord avec nous. Et moi qui voulais, pour ceux qui considèrent qu'on n'a pas assez défendu la cause des femmes en Iran, moi qui voulais parler de Gisèle Pelicot. On ne lâche rien, chers auditeurs. On ne lâche rien avec Gisèle Pelicot, le modèle même de la femme française. Et je ne savais rien, mais je dirais tout. Des Occidentaux bien déconstruits. Eh bien, écoutez, si c'est ça le modèle, ça ne sera pas le mien et ce sera sans moi, chers auditeurs. Mais non, chers auditeurs, vous avez, j'ai une passion aussi pour ces émissions, des échanges avec vous, même si on n'est pas toujours d'accord. Donc, je vous remercie de votre écoute. Je remercie évidemment Fabrice Sorlin ainsi que Lara Stam de m'avoir accompagné dans cette émission passionnante. Et je vous dis à samedi prochain sur Radio Courtoisie. Merci, chers auditeurs, de votre écoute. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.